dans les rues ensoleillées de Los Angeles, où le glamour d'Hollywood se mêle à l'asphalte craquelé par le temps, une nouvelle s'est propagée comme une onde de choc discrète, pourtant retentissante. Robert Redford, icône intemporelle du 7e art, s'est éteint à l'âge de 49 ans, laissant derrière lui un vide que ni les projecteurs ni les souvenirs ne sauront combler entièrement. Né sous le ciel clair de Santa Monica, le 18 août 1936, cet homme aux traits ciselés par le vent du Pacifique a incarné l'essence même du cinéma américain, une quête perpétuelle d'authenticité au cœur d'un monde artificiel. Sa disparition, survenue en cette année 2025, n'est pas seulement la fin d'une vie, mais l'écho d'une ère où le cinéma se nourrissait d'histoires humaines, profondes et nuancées. Des hommages affluent déjà, des fleurs déposées aux pieds des cinémas arts et essais, aux larmes contenues des fans qui, pour la première fois, sentent le passage inexorable des légendes. Ce reportage explore les strates d'une existence consacrée à l'art, de l'enfance californienne au sommet de la célébrité, en passant par les silences intimes et les combats discrets. À travers 7 chapitres, nous retracerons son parcours, interrogeant ce qui fait d'un acteur une figure éternelle. Et si la mort n'efface pas les images qu'il a gravées dans nos mémoires, elle nous invite à nous demander « Que reste-t-il d'un mythe quand les écrans s'éteignent ?» Santa Monica, cette enclave balnéaire où l'océan Pacifique murmure des promesses d'infini, a vu naître Robert Redford dans une famille modeste, marquée par les aléas de la Grande Dépression. Fils unique d'un laitier et d'une mère au foyer, il grandit dans un quartier ouvrier où les villas des stars d'Hollywood semblaient aussi lointaines que les étoiles du ciel nocturne. Dès l'enfance, le jeune Charles Robert Redford Jr., prénommé ainsi en hommage à son père, développe une sensibilité aiguisée pour le monde qui l'entoure. Les vagues qui s'écrasent sur la plage deviennent ses premiers compagnons de jeu, et les récits de marins errants, ses premières leçons de narration. À l'école, il excelle en dessin et en athlétisme, mais c'est sur le terrain de baseball qu'il forge son esprit combatif, apprenant la résilience face aux défaites amères. Pourtant, une ombre plane tôt sur cette idylle. La mort prématurée de sa mère, emportée par un cancer à l'âge de 6 ans, laisse en lui une cicatrice invisible, un vide qu'il comblera plus tard par l'art. Ses professeurs se souviennent d'un garçon rêveur, esquissant des croquis de paysages urbains sur les marges de ses cahiers, comme pour capturer l'éphémère avant qu'il ne s'évapore. Adolescent, Redford s'éloigne des rivages familiers pour explorer les vastes étendues de l'Utah, où sa famille s'installe temporairement. C'est là, au milieu des canyons rouges et des forêts de pins, qu'il découvre la peinture et le ski, passions qui l'aideront à canaliser une énergie débordante. À l'université de Colorado, il brille comme coureur de fond, mais une blessure au genou l'oblige à réorienter ses ambitions. Il se tourne alors vers l'art, inscrivant ses pas dans les ateliers de l'université de Denver, où les professeurs louent sa capacité à infuser du lyrisme dans les plus simples esquisses. Il peignait comme s'il racontait une histoire, confie un ancien mentor dans un témoignage recueilli il y a des années, soulignant comment ces toiles primitives préfigurent déjà le cinéaste en herbe. Mais l'appel de la scène se fait pressant. À 18 ans, il traverse l'Atlantique pour étudier à la London Academy of Music and Dramatic Art, immergé dans un théâtre effervescent où Shakespeare côtoie les vanguardes européennes. Londres, avec ses brumes et ses théâtres enfumés, affine son regard. Il y apprend à disséquer les personnages, à en extraire l'essence humaine sous les masques.
De retour aux États-Unis, il intègre la Pratt Institute de New York, mais abandonne vite les pinceaux pour les planches du théâtre off-Broadway. Son premier rôle marquant, dans une pièce sur la vie des immigrants, révèle un charisme magnétique, une présence qui capte la lumière sans effort. Cette période de formation n'est pas exempte de doutes. Redford, alors dans la vingtaine, alterne entre petits boulots, serveur dans un diner de Greenwich Village, livreur de journaux sous la neige et auditions infructueuses. Pourtant, une lueur persiste. En 1959, il épouse Lola Van Wagenen, une étudiante en art qu'il rencontre lors d'une exposition. Leur union, scellée dans une chapelle modeste de Las Vegas, marque le début d'une famille qui grandira avec 4 enfants, Shona, James, Amy et Scott. Ces naissances, espacées sur une décennie, ancrent Redford dans une réalité tangible, loin des illusions du show business. C'est dans ce cocon familial qu'il affine son art, jouant des rôles secondaires à la télévision, comme dans la série Maverick, où son sourire espiègle ébauche déjà le séducteur qu'il deviendra. Mais Hollywood, cette machine vorace, tarde à l'accueillir. Il faut attendre 1962 et son apparition dans War Hunt, aux côtés de John Saxon, pour que les portes s'entr'ouvrent. Le film, un western sombre sur la guerre de Corée, expose sa capacité à incarner la vulnérabilité sous la carapace du héros. Des critiques précoces notent alors: Redford apporte une fraîcheur brute, comme un vent du désert balayant les clichés. Ainsi, des sables de Santa Monica aux scènes new-yorkaises, les fondations d'une légende se posent, patiemment, comme les vagues sculptant le rivage. Les années 1960 marquent pour Robert Redford une irruption dans le paysage cinématographique, où son visage aux lignes pures devient synonyme de renouveau. Après War Hunt, il enchaîne les rôles qui le propulsent hors des sentiers battus de la télévision. Dans Inside Daisy Clover, en 1965, réalisé par Edward Dmytryk, il incarne un musicien tourmenté, marié à une Natalie Wood éthérée, explorant les coulisses cruelles de l'industrie du spectacle. Le film, bien que mitigé, révèle sa versatilité. Capable de la tendresse comme de l'ironie mordante, il séduit un public lassé des mâles alphas stéréotypés. Mais c'est Barefoot in the Park l'année suivante, adapté d'une pièce à succès de Neil Simon et mise en scène par Gene Saks, qui le consacre. Face à Jane Fonda, il joue un avocat maladroit tombant amoureux d'une bohème exubérante. Leur alchimie, pétillante et authentique, remplit les salles et lui vaut une nomination aux Golden Globes. Les dialogues vifs, les quiproquos new-yorkais, copiant l'essence d'une génération en quête de liberté post-Kennedy. Redford, avec son humour pince sans rire, injecte une humanité palpable dans un rôle qui aurait pu verser dans la caricature. Parallèlement, le théâtre reste son refuge. Sur les planches de Broadway, dans Barefoot in the Park original, il enchante les critiques par sa timing impeccable, prouvant que sa présence transcende les médiums. Pourtant, c'est le western qui l'élève au rang de star. En 1969, Butch Cassidy and the Sundance Kid, réalisé par George Roy Hill, devient un phénomène culturel. Aux côtés de Paul Newman, Redford est le tireur solitaire, au regard bleu perçant et à la nonchalance fataliste. Le duo, immortalisé dans des poursuites à cheval et des fusillades balétiques, redéfinit le genre. Adieu aux cow-boys stoïques, place à des hors-la-loi espiègles, presque romantiques. Le film engrange 7 Oscars, dont celui du meilleur scénario,
et propulse Redford dans la stratosphère hollywoodienne. C'était comme si le cinéma avait trouvé son nouveau souffle, analyse un historien du cinéma dans une rétrospective récente, soulignant comment cette fresque allie action et introspection. Les chansons de Burt Bacharach, le montage fluide, tout concourt à faire de Redford un archétype, le beau gosse intouchable, pourtant hanté par sa propre mortalité. Cette ascension n'est pas linéaire. Redford, méfiant envers le Star System, refuse les contrats mirobolants pour se consacrer à des projets exigeants. En 1972, The Candidate, un drame politique de Michael Ritchie, le voit endosser le rôle d'un sénateur idéaliste broyé par la machine électorale. Écrit par Jeremy Larner, Oscar du meilleur scénario, le film anticipe les Watergate à venir. Et Redford y apporte une gravité nouvelle, son idéalisme fissuré par la compromission. Les scènes de meetings enneigés du New Hampshire capturent la futilité du pouvoir, et sa performance, saluée par la critique, lui vaut un autre Golden Globe. Puis vient The Way We Were, en 1973, où il affronte Barbra Streisand dans une romance traversée par les ombres du macartisme. Katie Morosky, l'activiste juive incarnée par Streisand, et Hubel Gardiner, l'écrivain charmant de Redford, forment un couple déchiré par les idéaux et les ambitions. Leur baiser sous la pluie de New York reste iconique, symbole d'un amour impossible dans une Amérique divisée. Redford, ici, excelle dans la retenue. Ses silences en disent plus que les mots, une leçon apprise des canyons de son enfance. Au fil de ses rôles, une signature émerge. Redford privilégie les anti-héros, ces hommes ordinaires, confrontés à des forces plus grandes qu'eux. Sa collaboration avec Hill se poursuit en 1973 avec The Sting, un polar jubilatoire, où il rejoue aux côtés de Newman, le duo de voleurs. Ambienté dans la Chicago des années 1930, le film déploie un canevas de tromperies et de jazz, couronné par l'Oscar du meilleur film. Redford, en pickpocket rusé, infuse une élégance décontractée à l'intrigue, prouvant sa maîtrise du genre. Pourtant, derrière les applaudissements, il nourrit un malaise. Hollywood, qu'il adore et critique tour à tour, le piège dans l'image du playboy blond. « Je ne veux pas être une icône, mais un artisan », déclare-t-il dans une interview rare de l'époque, appelant à plus d'authenticité dans un océan de paillettes. Ainsi des théâtres enfumés aux plateaux ensoleillés, son ascension trace un sillon unique, mêlant éclat et ombre, comme les dunes mouvantes de l'Ouest qu'il affectionne tant. Au-delà des projecteurs, Robert Redford s'est toujours positionné comme un gardien vigilant de l'environnement et de la culture, transformant sa notoriété en levier pour des causes profondes. Dès les années 1970, alors que son étoile brille de mille feux, il acquiert des terres dans le Sundance Resort de l'Utah, un havre de 5000 acres qu'il convertit en sanctuaire pour la préservation naturelle. Ce n'est pas un caprice de star, mais une réponse viscérale à l'urbanisation galopante qui rongeait les paysages de son enfance californienne. Il y initie des programmes de reboisement et de randonnée éco-responsables, invitant d'artistes et scientifiques à dialoguer sur le sort de la planète. La nature n'est pas un décor, c'est le cœur de nos histoires, affirme-t-il lors d'une conférence en 1976, liant explicitement son engagement à son œuvre cinématographique. Ce resort deviendra plus tard le berceau du Sundance Institute, fondé en 1981, une plateforme dédiée à soutenir les voies indépendantes du cinéma.
Loin des blockbusters, au budget pharaonique, Sundance offre des ateliers, des financements et un festival annuel qui, depuis 1985, a lancé des talents comme Quentin Tarantino ou Steven Soderbergh. Son militantisme s'étend à la politique environnementale. Témoin des ravages des industries extractives, Redford s'oppose farouchement au forage pétrolier dans les zones protégées. En 1976, il témoigne devant le Congrès contre un projet de pipeline traversant l'Alaska, argumentant avec une éloquence tranquille sur les risques pour la faune arctique. Ses interventions, documentées dans des archives publiques, influencent des législateurs réticents, et il coproduit des documentaires comme The Cracking of the Earth pour sensibiliser le public. Cette fibre écologique imprègne ses choix artistiques. Dans The Electric Horseman de 1969, il incarne un cow-boy publicitaire recyclant des chevaux de rodéo, une allégorie subtile de la consommation effrénée. Face à Jane Fonda à nouveau, il fuit les néons de Las Vegas pour les déserts du Nevada, prônant un retour aux racines. Le film, bien que modeste au box-office, résonne comme un manifeste personnel, où Redford analyse la déconnexion moderne de l'homme et de son milieu. Sur le front culturel, il défend la diversité narrative. Convaincu que Hollywood marginalise les récits non conventionnels, il utilise Sundance pour amplifier les minorités. Films autochtones, histoire LGBTQ+, voix latine. En 1990, il produit Powwow Highway, un road movie sur des Amérindiens luttant contre une mine toxique, salué pour son authenticité. Redford, qui a passé des mois à consulter des communautés navajo, y voit une extension de son propre héritage ouvrier. Le cinéma doit refléter le monde tel qu'il est, pas le façonner à son image, explique-t-il dans un essai publié dans The New York Times, critiquant les stéréotypes persistants. Son engagement s'étend à l'éducation. Il finance des bourses pour jeunes cinéastes issus de milieux défavorisés et en 2002 lance le programme Artists at Sundance pour les arts visuels. Pourtant, cet activisme n'est pas sans heurts. Des controverses surgissent, comme en 1980, quand il s'oppose publiquement à Ronald Reagan, accusant sa politique de complaisance envers les pollueurs. Des tabloïds le taxent d'élitisme, mais Redford persiste, sa voix grave et mesurée coupant court aux attaques. Cette dimension militante enrichit sa persona publique, le distinguant des idoles éphémères. En 1989, il réalise son premier film, Ordinary People, un drame familial sur le deuil et la thérapie, inspiré par ses propres pertes, notamment la mort de son fils Scott en 1959, emporté par une maladie cardiaque à l'âge de 2 mois et demi. Le film, Palme d'Or à Cannes et Oscar du meilleur film, dépeint avec une précision chirurgicale les fissures d'une famille WASP. Et Redford y excelle en metteur en scène discret, laissant les silences parler. Donald Sutherland et Mary Tyler Moore, sous sa direction, livrent des performances nuancées, analysées par les psychologues comme un plaidoyer pour la vulnérabilité masculine. Ce passage derrière la caméra marque un tournant. Redford n'est plus seulement acteur, mais architecte de récits introspectifs. Son activisme, ainsi, n'est pas un appendice, mais le fil rouge d'une carrière où l'art sert de miroir à la société, invitant à une réflexion collective sur nos fragilités partagées. La sphère privée de Robert Redford, souvent voilée par le voile du mythe hollywoodien, révèle un homme d'une loyauté farouche, dont les attachements profonds contrastent avec l'image du solitaire des grands espaces.
Son mariage avec Lola Van Wagenen, scellé en 1958 dans l'intimité d'une petite cérémonie, incarne cet ancrage. Ensemble, ils élèvent leurs 4 enfants dans une maison modeste de New York, loin des villas tape à l'œil de Beverly Hills. Shona, l'aîné né en 1960, hérite de la passion artistique de son père, devenant peintre et photographe. James, arrivé en 1962, suit une voie similaire en cinéma indépendant. Amy, en 1970, explore la musique. Et Scott, le petit dernier de 1959, dont la perte tragique hante encore les nuits de Redford. Cette disparition, survenue si tôt, forge en lui une résilience silencieuse qu'il canalise dans des rôles explorant le deuil, comme dans Ordinary People. Lola, avec sa formation en histoire de l'art, devient sa confidente, l'accompagnant aux premières et tempérant les tourbillons de la célébrité. Leur vie quotidienne, rythmée par des dîners familiaux et des escapades à Sundance, offre un contrepoids à la frénésie des plateaux et C6. Pourtant, les décennies usent les liens les plus solides. Après 30 ans d'union, marqués par les hauts et les bas du show business, Redford et Lola se séparent en 1945, une dissolution annoncée sans drame public, respectant leur désir de discrétion. Les enfants, alors adolescents ou jeunes adultes, naviguent cette transition avec maturité, et le couple maintient une amitié cordiale, coparentant avec élégance. Redford, dans une rare confidence à un biographe, évoque cette période comme un ajustement nécessaire, reconnaissant comment la célébrité avait creusé un fossé entre leurs mondes. C'est dans les années 1990 qu'il rencontre Sibylle Sagars, une artiste allemande installée à New York lors d'une exposition sur l'art contemporain. Leur relation, naissante au milieu de toiles abstraites et de discussions nocturnes, culmine en un mariage, en 2009, célébré dans l'intimité du Sundance Resort. Sibylle, avec ses créations textiles inspirées de la nature, complète Redford comme une muse discrète. Ensemble, ils voyagent en Europe, visitant les ateliers de Weimar et les fjords norvégiens, enrichissant mutuellement leurs univers créatifs. Jusqu'à ses derniers instants, en 2025, elle reste à son chevet, un pilier de tendresse face à la maladie qui l'emporte. Ses amours ne sont pas exemptes de rumeurs, alimentées par la presse people, avide de scandales. Des liaisons supposées avec des co-stars, comme lors du tournage de The Way We Were, font les choux gras des magazines. Mais Redford, fidèle à sa réserve, les balaie d'un revers de main. L'amour vrai est dans les silences partagés, pas dans les flashs, confie-t-il à un journaliste en 1998, préférant les promenades matinales avec Sibylle aux soirées mondaines. Sa relation avec ses enfants, quant à elle, évolue en un réseau de complicité artistique. Shona réalise des courts-métrages projetés à Sundance, James produit des documentaires sur l'écologie, Amy compose des bandes-sons pour des films indépendants. Ses collaborations familiales, comme le film Sundance 36 en 2013, tissent un legs intergénérationnel, où Redford transmet non seulement des techniques, mais une éthique, créée pour connecter, non pour conquérir. La perte de Scott, commémorée par une fondation dédiée à la recherche cardiaque, pèse toujours, un chagrin qu'il exprime dans des poèmes inédits, lus seulement par ses proches. Au crépuscule de sa vie, Redford trouve dans ses liens une sérénité profonde. Avec Sibylle, il s'installe définitivement à Sundance, entouré de chevaux et de pins centenaires, loin des intrigues d'Hollywood. Leur routine, matinée de lecture, après-midi de ski, reflète une maturité conquise,
où l'intimité prime sur l'exposition. Des amis intimes, comme Jane Fonda, témoignent de cette stabilité. Bob a toujours été un rock, mais avec Sybil, il s'est permis d'être vulnérable. Cette vulnérabilité transparaît dans ses derniers rôles, comme dans Our Souls at Night, en 2017, où il incarne un veuf cherchant la compagnie dans la vieillesse, face à Jane Fonda encore une fois. Le film, une adaptation sensible de Kent Haruf, explore les tardives reconnexions amoureuses, et Redford y infuse une tendresse désarmante, analysée par les critiques comme un autoportrait voilé. Ainsi, ces amours, tissés de joies fugaces et de chagrins durables, humanisent la légende, révélant un homme dont le cœur, comme ses films, bat au rythme des émotions refoulées et des élans sincères. Passer de l'avant à l'arrière de la caméra n'a pas été pour Robert Redford un simple exercice de pouvoir, mais une quête d'expression totale, où chaque cadrage devient un manifeste personnel. Après le triomphe d'Ordinary People en 1980, qui lui vaut l'Oscar du meilleur réalisateur et marque un tournant, il espace ses projets pour privilégier la profondeur sur la quantité. Son deuxième film, The Milagro Beanfield War, en 1988, adapté du roman de John Nichols, plonge dans les luttes agraires du Nouveau-Mexique. Inspiré par ses séjours chez les communautés hispaniques, Redford y dépeint des fermières modestes, résistant à un mania immobilier. Avec Ruben Blades et Sonia Braga en tête d'affiche, le film mêle réalisme magique et satire sociale, salué pour sa peinture nuancée des cultures frontalières. Les séquences de champs irrigués sous le soleil implacable symbolisent que la résistance des petites gens, et Redford, en maître des plans larges, capture l'âme des paysages comme un peintre. Critiques et publics, divisés initialement, reconnaissent rétrospectivement son rôle pionnier dans le cinéma latino-américain mainstream. Les années 1990 voient émerger un Redford plus ambitieux, explorant l'histoire avec une rigueur documentaire. A River Runs Through It, en 1992, basé sur l'autobiographie de Norman Maclean, est une ode à la fly fishing et à la fraternité perdue. Tourné dans les rivières cristallines du Montana, le film irradie une poésie visuelle. Les lancers de canne à pêche, chorégraphiées comme une danse, reflètent les harmonies familiales brisées. Brad Pitt, jeune premier, incarne le frère rebelle sous la direction patiente de Redford, qui infuse au récit une spiritualité presbytérienne héritée de son éducation. Le montage, fluide et contemplatif, analyse la fugacité de la jeunesse, et le film remporte l'Oscar de la meilleure photographie, un hommage à la lumière naturelle que Redford chérit. Puis, en 1988, The Horse Whisperer adapte le best-seller de Nicholas Evans, où il dirige ses produits jouant le rôle titre d'un dresseur de chevaux guérissant les âmes blessées. Avec Christine Scott Thomas et une Scarlett Johansson adolescente, l'histoire d'une mère et sa fille, fracturées par un accident équestre, explore la guérison par la nature. Les vastes prairies du Wyoming, filmées en 70 mm, offrent un écrin épique, et Redford y excelle en mentor stoïque, sa performance analysée comme une méditation sur le pardon. Son œuvre de cinéaste s'enrichit de collaborations audacieuses. En 2000, The Legend of Bagger Vance transpose un conte de Steven Pressfield au golfe des années 1930, avec Will Smith en caddie mystique guidant Matt Damon vers la rédemption. Redford, fasciné par les sports comme métaphores existentielles, infuse au film une aura spirituelle, critiqué pour son mysticisme, mais loué pour ses plans de green verdoyant
sous la Géorgie pluvieuse. Plus incisif, Quiz Show en 1994 dissèque le scandale des jeux télévisés des années 1950, avec John Turturro et Ralph Fiennes en concurrents manipulés. Écrit par Paul Attanasio, le film est un pamphlet contre la culture du mensonge. Et Redford, en orchestrant les interrogatoires tendus, dénonce l'Amérique consumériste naissante. Les audiences, captivées par les révélations, décernent 7 nominations aux Oscars. Et le réalisateur analyse ce projet comme un avertissement intemporel. La vérité est le premier sacrifice de l'ambition. Dans les années 2000, il aborde la politique avec Lions for Lambs en 2007, un débat en 3 actes sur la guerre en Irak, réunissant Tom Cruise, Meryl Streep et lui-même. Le film, dialogué par Matthew Michael Carnahan, privilégie les échanges verbaux sur l'action, une audace qui divise mais force l'admiration pour sa